Bon, alors, je vais reprendre la main. Vous avez peut-être pas tout à fait terminé encore, je pense, mais c'est pour avancer un petit peu. Euh, D'abord, la première formule à utiliser ici, le transfert thermique, c'est le delta U qu'on peut noter aussi Q, à la chaleur. C'est ce transfert-là qui a fait la variation d'énergie interne de mon système. Calculer l'énergie nécessaire pour chauffer, donc je vais utiliser la formule grand C fois delta T, celle du cours indiqué précédemment. Le grand C, il est ici, il faut d'abord que je calcule la masse d'eau. Donc, alors c'est un Q ici qu'on peut mettre, c'est l'énergie, c'est la chaleur ici qui a été transférée. On la note de façon par convention, c'est grand Q. C'est le C de l'eau, la capacité thermique de l'eau fois delta T, mais cette capacité thermique, on sait que c'est la masse de l'eau fois, je vous parlais de 4,18, c'était kilojoules tout à l'heure, c'est 4180 joules. C'est ce que vous appelez les calories, vous, peut-être. Quand on parle d'alimentation, on dit j'ai mangé beaucoup de calories. En fait, la calorie, c'est la capacité thermique massique de l'eau. En fait. Une calorie, c'est 4180 joules par Kelvin. Donc, j'ai 200 litres d'eau. Combien ça pèse? En kilos, ça fait 200 kilos. Je rappelle qu'ici, ça doit être en kilos, la masse. Hein. Là, en kilogrammes. Donc, 200 kilos fois 4180. Et après, je multiplie ça par delta T. Je rappelle que c'est le final moins l'initial. Le final, c'est 37. L'initial, c'est 15. C'est hyper important de respecter ça parce qu'on va avoir des signes. Ici, on a un signe positif. On a 1,8 fois 10 puissance 7 joules. Ça veut dire que mon système a gagné de l'énergie transfert thermique. Il a gagné 18 millions de joules. Si ça avait été négatif, ça veut dire que mon système aurait refroidi. Et donc, il aurait perdu de l'énergie par transfert thermique. Tout ça est assez logique. Maintenant, combien de temps une ampoule de 60 watts peut-elle briller avec cette énergie? Alors, il faut se souvenir que 60 watts, c'est une puissance. Et qu'il y a une relation qui lie puissance et énergie, qu'on avait déjà vu par le passé, mais je la rappelle parce qu'elle n'est pas souvent utilisée. La puissance, c'est l'énergie divisée par la durée de fonctionnement sur delta T, ou Q, parce qu'ici mon énergie c'est Q. Donc si je veux savoir combien de temps une ampoule de 60 watts pourrait-elle briller avec cette énergie-là, ça veut dire que cette énergie de chaleur, j'imagine que c'est de l'énergie électrique, je veux savoir combien de temps il faudrait à une ampoule de fonctionnement pour qu'elle ait dépensé autant d'énergie. Donc je cherche delta T. Donc j'ai la puissance, l'énergie qui est égale à P fois delta T, et je cherche delta T égale, delta T, ça va être égal à l'énergie sur P. Et cette énergie-là, ça va être l'énergie de transfert thermique calculée précédemment. Je veux savoir quel est l'équivalent. Donc je vais mettre 1,8 fois 10 puissance 7 en haut, ça fait 60 watts. Le tout me donne 3,0 avec deux chiffres significatifs fois 10 puissance 5 secondes. Parce que l'unité de base de la durée dans cette formule, c'est des secondes. Dans la formule de la puissance, l'énergie est en joules et la durée est en secondes. Attention à ne pas confondre le grand delta T ici, qui est une variation de température, avec le petit delta T, c'est une variation d'instant, c'est une durée. Alors, pour bien se rendre compte, il faudrait qu'on transforme ça peut-être en jours, ça serait ou en heures. Alors pour le transformer en heures, je vais faire une opération, c'est 3600, hein, et en joules, ça doit être 24 et 3600 fois 3600. Donc je vais diviser par 24 fois 3600, puisque j'ai 24 heures dans une journée et 3600 secondes, dans chaque heure. Donc en divisant par 24 fois 3600, je tombe sur 3,5 jours. Autrement dit, pour chauffer l'eau de mon bain, 200 litres d'eau d'un bain, de 15 degrés, c'est l'eau à laquelle sort l'eau du robinet, à 37 degrés, c'est l'eau confortable pour me baigner,
bah, il faut une énergie qui est la même que celle que consommerait une ampoule de 60 watts, que vous n'avez plus chez vous d'ailleurs, hein. Ces ampoules-là, vous en avez plus, hein. Elles sont trop énergivores. Mais pendant 3,5 jours. Maintenant, les lampes qu'on achète, les lampes à LED, elles sont 10 fois moins, voire 20 fois moins consommatrices d'énergie. Donc, ça durerait 20 fois plus longtemps pour consommer la même énergie. Donc, tout ça pour dire que bah, un bain, ça consomme beaucoup d'énergie. Ne pas prendre de bain est encore plus économique que d'éteindre la lumière. Éteindre la lumière juste 2 heures, bah, c'est pas la même économie que de ne pas prendre de bain. Donc ça consomme beaucoup d'énergie de chauffer un bain. Voilà. Et puis de l'eau par la même occasion. Bon, je passe à la suite du cours. Avez-vous des questions par rapport à cet exercice? Questions? Ah, si, peut-être. Je regarde vite fait. Non, pas de question. Ok. Non plus pour Sam. Ok, parfait. Merci d'avoir répondu. Alors les transferts thermiques, donc Q qu'on a noté tout à l'heure, un transfert thermique pour la variation d'énergie interne, il peut se faire de 3 façons différentes. C'est ce que j'avais montré dans la petite illustration précédente. Vous avez d'abord la conduction thermique. La conduction thermique, c'est le fait que la chaleur peut être conduite dans un matériau. L'agitation thermique se transmet de proche en proche dans la matière, mais sans déplacement d'ensemble de celle-ci. C'est-à-dire que si j'ai un matériau, je sais pas, une barre de fer, comme ça, et que je chauffe à une extrémité avec une flamme ici, eh bien l'agitation thermique, là j'ai des atomes de partout, hein, si c'est un métal, c'est du fer, je sais pas, c'est des atomes de fer, eh bien l'agitation thermique que je provoque aux premières molécules qui sont proches de la flamme, donc là ça va s'agiter thermiquement, hein, chaque molécule va s'agiter, ça va par effet, par influence sur les atomes ou les molécules les unes sur les autres, ça va se transférer de proche en proche comme ça. Et donc l'agitation thermique, je vais en avoir partout dans le métal progressivement. Ça prend plus ou moins de temps en fonction des matériaux. Par exemple, si je chauffe une cuillère en bois et que je la tiens par la main, je ne veux pas sentir la chaleur tout de suite dans la cuillère en bois. C'est pour ça qu'on utilise des cuillères en bois la plupart du temps pour cuisiner, parce qu'on sait que elle va pas être chaude, même si elle est dans l'eau bouillante. Alors si j'utilise une cuillère métallique dans cette eau bouillante, comme la conduction elle est importante, bah, je vais rapidement me brûler la main en saisissant la cuillère métallique, même si je saisis la partie qui n'est pas dans l'eau. Donc elle se produit principalement dans les solides, c'est là que la conduction est la plus forte. Dans les gaz et les liquides un peu moins, mais les liquides ça se produit quand même un petit peu. Alors, une petite vidéo pour vous montrer, pour illustrer tout ça. C'est des petites expériences toutes simples à faire. On voit pas on voit pas. Vous voyez la vidéo là? C'est bon? Je sais pas si j'ai partagé la vidéo ou pas. Je crois pas. Non, j'ai pas partagé la vidéo. Non. Alors ok. Je reviens dessus. Tac. Alors, je vais partager la vidéo. Pardon. Faut que je partage mon écran. Ok. Une remarque. Ok. Alors, je reviens dessus. Donc là, ici, on a cette expérience-là. Vous avez une barre métallique qui est clouée sur 2 planches de bois. En fait, c'est une scie à métaux, une lame de scie à métaux. Puis avec de la cire, on a collé des clous. Donc la cire s'est solidifiée puisqu'elle s'est refroidie. Et puis on se met à chauffer l'ensemble pour voir à quelle vitesse. Donc là, les clous sont accrochés parce qu'ils sont collés à la cire. La cire s'est solidifiée. Et puis on va amener une source de chaleur à cet endroit-là en plein milieu, où c'est pas tout à fait le milieu. Et donc ça va chauffer d'abord le métal ici, et cette chaleur va se propager, elle va faire fondre la cire, et on le voit visuellement le rythme auquel se propage cette chaleur, parce que les clous vont se décrocher de façon progressive. Donc on voit bien que cette conduction de chaleur se fait de proche en proche, ça prend un certain temps,
Et suivant les matériaux, ça va pas prendre le même temps. Donc là, voilà, ça tombe de ce côté, et ainsi de suite. Donc si on va jusqu'à la fin de la vidéo, c'est l'ensemble des clous qui vont venir se décrocher. Et c'est bien entendu les plus éloignés qui se décrochent en dernier. Voilà. Alors, autre vidéo que je peux vous montrer, c'est la comparaison de la conduction de différents matériaux. Donc on peut faire la même expérience, mais avec, j'ai 4 barres de métaux différents. J'ai du cuivre ici, du laiton, du fer et du zinc. Alors, je mets pause parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. Est-ce qu'il y a une question particulière? Non. Mais ils sont accrochés comment les clous? Avec de la cire, ils sont accrochés. C'est-à-dire qu'on a fait fondre de la cire, on a collé le clou, on a attendu que la cire se solidifie, puis après le clou reste accroché. Ok. Donc ici je reviens là-dessus, c'est le même genre, c'est pas un clou mais c'est un bouchon qui a été collé à la cire aussi. On a des métaux différents, du cuivre, du laiton, du fer, du zinc, et puis là je sais pas ce que c'est parce qu'on le voit pas. On peut constater si on chauffe le milieu, donc on chauffe au même endroit l'ensemble des métaux, que la conduction va pas être la même suivant la nature du matériau. Et on va essayer de deviner ici, c'est le cuivre qui conduit le mieux la chaleur, manifestement, parce que c'est celui qui a fait fondre la cire en premier, donc fait tomber le premier son bloc. Et puis après le cuivre, c'est probablement le laiton ou le zinc, je pense. Le fer, je crois que ça doit être en dernier. Ah, c'est le zinc, on le voit qui bouge. Après, ça va être le laiton et enfin le fer. Donc vous voyez que même pour des métaux, d'un métal à un autre, la conduction n'est pas la même. Et si je faisais cette expérience-là avec du bois, ça fondrait peut-être jamais d'ailleurs. Hein. Enfin, tout cas, ça ferait brûler le bois, donc ça serait ridicule. Voilà, on arrive et puis le fer tomberait en dernier. Je ne vais pas vous montrer l'ensemble de la vidéo, mais c'est pour vous expliquer le fait que suivant les matériaux, la conduction n'est pas la même. Donc c'est produit principalement dans les solides. Deuxième mode de transfert thermique, c'est la convection thermique. Donc il y a la conduction et la convection. Alors la convection, c'est des mouvements qui ont lieu dans les fluides, alors que ce soit des gaz ou de l'eau, ça a lieu dans des fluides. L'agitation thermique se transmet de proche en proche dans la matière, mais avec déplacement d'ensemble de celle-ci. Alors, comment ça fonctionne? Si je vous montre à nouveau une petite vidéo, cette fois-ci, c'est pas l'agitation de proche en proche comme des effets dominos qui va transférer la chaleur, mais c'est un mouvement d'ensemble, c'est des courants en fait. Alors vous avez peut-être vu ça en SVT, la technique des plaques est expliquée par la convection du magma qui est chauffé par le cœur de la Terre et ça crée des mouvements de convection qui vont ensuite faire bouger les plaques à la surface de la Terre. Alors on peut faire une expérience toute simple ici en chauffant un colorant. Donc là j'ai un Erlen dans lequel il y a un colorant rouge, je le fais chauffer et cet Erlen il est composé d'un bouchon sur lequel il y a deux trous, il y a un trou avec un tube qui rentre dans le bas du liquide et un trou avec un tube qui sort ici. Et on met tout ça dans de l'eau froide et on constate tout ce liquide rouge, lui, il est chaud et on constate que le liquide chaud et rouge se met à monter et il va être remplacé progressivement par le liquide froid qui était transparent. Donc on voit que le liquide chaud étant plus léger que le liquide froid, il se met à monter. Donc c'est le mouvement d'ensemble du liquide chaud qui monte. Ça s'appelle de la convection. C'est pas de proche en proche. Ça se joue pas au niveau microscopique, mais ça se joue vraiment au niveau macroscopique. C'est l'ensemble du liquide qui se déplace. Maintenant, on peut avoir un autre mouvement de convection. Il suffit pour ça de rajouter un glaçon à la surface. Un glaçon flotte, mais il est froid. Quand je rajoute un glaçon froid à la surface, cette partie chaude va refroidir, donc va de nouveau être plus dense. Du coup, elle va retomber dans le liquide. Et donc, on va avoir une nouvelle convection, cette fois-ci, mais descendante, puisque le liquide, le fluide froid est plus dense, donc il descend. Puis après, il va se trouver proche de l'Erlen, donc il va réchauffer, il va remonter, et on voit des mouvements de convection. Et c'est comme ça que progressivement, l'ensemble de la chaleur va s'homogénéiser dans tout le mélange.
Et ben ça, c'est ce qui se produit chez vous quand vous chauffez une maison. Hein. Il y a de la convection, il y a des petits courants d'air qui sont à peine perceptibles, mais on peut les voir, qui se produisent à l'intérieur de la pièce. Donc ça se produit dans tous les fluides. Il suffit qu'il y ait des différences de chaleur et on va avoir de la convection. Et enfin le dernier, c'est le rayonnement thermique. Alors le rayonnement thermique, c'est la sensation que vous éprouvez quand vous approchez d'un feu. Quand vous vous approchez d'un feu ou du soleil, vous sentez tout de suite une chaleur sur la peau. Et si vous masquez le feu avec une feuille de papier, que vous vous protégez du feu, ou avec une veste ou n'importe quoi, un écran en tout cas, ben d'un seul coup, il fait moins chaud. Pourtant, si vous placez un thermomètre à l'endroit où vous êtes, c'est la même température qui règne dans la pièce. Et simplement, le rayonnement qui arrive jusqu'à votre peau transfère de la chaleur à votre corps par rayonnement thermique. Donc l'absorption ou l'émission de rayonnement modifie l'agitation thermique. Donc il peut y avoir du rayonnement infrarouge qui provient d'un radiateur ou d'un poêle, d'une cheminée, qui m'arrive directement sur la peau et je ressens cette chaleur. Ça s'appelle le rayonnement thermique. L'énergie est transportée par les ondes électromagnétiques et une fois qu'elle arrive au contact d'un solide, notre peau, n'importe quoi, elle se transforme en chaleur. Ce mode de transfert se fait même dans le vide. Donc le soleil nous réchauffe par rayonnement thermique. C'est du rayonnement qui arrive. Et à la fin, ça se transforme en chaleur. Pour illustrer ces trois modes de propagation, si je prends un poêle, devant le poêle, sur le poêle, toutes les parties solides, vous avez la conduction. Évidemment, si je touche le conduit ou les bords, je vais me brûler parce que c'est hyper chaud. Maintenant, il va y avoir des courants de convection qui se génèrent devant, donc des masses d'air comme ça qui vont, des mouvements d'air qui vont se créer, et ça va propager la chaleur et ça va la répartir dans la pièce. Et enfin, face au poêle, vous ressentez de la chaleur directement à la vue de la flamme. C'est le rayonnement, c'est donc la radiation. Alors, on fait rapidement, je vous laisse 5 minutes pour chercher l'exercice 6. 5 petites minutes. Un radiateur installé dans une chambre, il n'y a pas de calcul. Donc 5 petites minutes, alors faut que je vous remette peut-être ça pour le chercher. Je surveille juste là. Alors il n'y a que deux systèmes qui s'échangent de la chaleur, de l'énergie. Bon, je reprends. Vous avez au moins pris connaissance de l'énoncé. Je reprends la main pour pas prendre trop de temps. Je vous confierai de toute façon des exercices à chercher pour jeudi. Alors, vous avez un radiateur qui est installé dans une chambre. Lorsque la température T de l'air de la chambre atteint 19 degrés, le thermostat du radiateur arrête le chauffage.
sa température est alors égale à θR, c'est la température du radiateur, elle est de 62. Définir les différents systèmes, il y a deux systèmes. Il y a le radiateur et la chambre. Et c'est ces deux systèmes-là qui vont s'échanger de l'énergie sous forme de transfert thermique. Donc les deux systèmes à étudier sont le radiateur et l'air de la chambre. Enfin, j'ai dit la chambre, c'est l'air de la chambre. Quel est le type de transfert thermique entre les systèmes définis? C'est un radiateur. Alors le transfert, il se fait de quelle manière? Est-ce que c'est de la conduction, de la convection ou du rayonnement? Alors ça dépend du radiateur, mais la plupart des radiateurs fonctionnent plutôt par convection. Donc c'est principalement une convection qui a lieu entre ces deux systèmes. Je sais pas si vous avez déjà vu un radiateur d'ailleurs chez vous, si vous en avez des comme ça. Souvent vous avez un radiateur contre un mur qui est disposé comme ça. Là il y a le mur qui est ici, ça c'est le mur. Vous pouvez voir qu'il y a une grille ici et qu'il y a une grille en haut. Et alors comment se fait le chauffage avec un radiateur comme celui-là? Eh bien, vous avez le radiateur qui est chaud, et donc l'air qui passe dans le radiateur qui va être chauffé, comme il est plus léger, il va monter, et il va être remplacé par de l'air froid ici qui va venir prendre sa place. Et donc tout ça va créer un mouvement de convection qui va chauffer votre pièce. Alors il existe des radiateurs rayonnement aussi qui envoient de l'infrarouge. C'est un peu plus cher. C'est une chaleur plus agréable parce que on l'a directement sur la peau. Dans quel sens s'établit le transfert thermique? J'ai le radiateur qui est ici et j'ai la chambre. Est-ce que ça va de la chambre vers le radiateur ou du radiateur vers la chambre? Bon, c'est assez évident, hein. Le transfert s'effectue du radiateur vers l'air de la chambre. Donc comme ça. Voilà, le transfert de chaleur, il s'effectue comme ça. Donc le système radiateur a perdu de la chaleur et l'a transféré au système chambre. Définir le type de transfert thermique. Donc, je vous laisse chercher le petit set. Et puis je m'arrêterai bientôt en vous indiquant quel est le travail à faire. Non, le set sera à faire à la maison. Je vais vous laisser là. Et je vous envoie par mail tout le travail